Ces images des falaises d'Étretat ont fait le tour du monde. C'est en quelque sorte la carte postale universelle du pays de Caux, un pays plein de superstitions et de légendes. Je vous présente une partie du trésor des rois de France. Ce décor fantastique a inspiré les aventures de l'un des plus célèbres héros français. Donc voilà comment Arsène Lupin était connu. Le pays de Caux, c'est aussi une terre de marins et de traditions ancestrales attachées à la pêche. Ah, mais voilà un petit paisson, hein. Des marins qui ont fait le tour du globe et dont les aventures ont laissé un peu partout des traces parfois étonnantes. Les marins racontaient ce qu'ils avaient vu et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des figurines précolombiennes, des plumes, des casques de conquistadors à Veules-les-Roses. Veules-les-Roses, une étape typique du charme cauchois où vous admirerez la beauté limpide et les rives très romanesques du plus petit fleuve de France. Donc 1194 mètres de bonheur. Au cours de ce voyage, vous découvrirez aussi que le pays de Caux possède un patrimoine gastronomique que le monde entier nous envie. En fait, la liqueur a eu tellement de succès qu'elle a été copiée partout dans le monde. Notre escapade cauchoise vous montrera bien d'autres richesses de ce petit coin de Normandie situé à moins de 2 heures de Paris. Notre voyage en pays de Caux commence naturellement par les falaises d'Étretat, assaillies de touristes été comme hiver. Ce chef-d'œuvre de craie blanche, c'est le jardin de Cyriaque, notre premier guide, qui a sa façon bien à lui de vanter les atouts de ce décor de rêve. Cette plante, c'est la bête maritime, l'ancêtre de toutes les variétés de betteraves que l'on cultive aujourd'hui. Il est beau, hein? C'est sans doute normal qu'on ait inventé l'expression « il est chou », parce qu'il est vraiment mignon, ce petit chou. Regardez ça, vous connaissez ces feuilles-là? Oui, c'est la famille du persil, c'est de la carotte. Florence, Maxime, vous êtes en train de vous promener dans un potager conservatoire, un potager de légumes anciens naturels. Cyriaque est guide naturaliste. Autrement dit, la faune et la flore locale n'ont aucun secret pour lui et il est même capable de vous les faire découvrir en chanson. Deux aviateurs confiants dans leur projet, traverser l'Atlantique. Barre sur mon bel oiseau blanc, t'inquiète pas maman, je reviendrai vite. J'emporte avec moi le baiser de la France. Nul doute que ce jeune couple n'imaginait pas découvrir Étretat de cette façon. Mais c'est l'avantage de se promener avec un éternel enfant, émerveillé comme au premier jour par ce décor que lui fit découvrir son grand-père. Le littoral, la falaise, le bord de mer, c'est un écosystème avec sa faune, sa flore. Oh, je viens de voir un dauphin. Et ses richesses naturelles, il y a un dauphin là-bas. Juste en face, ouvrez l'œil, vous allez voir les ailerons de 2 dauphins, regardez, des tursiops. Le vrai plaisir de Cyriaque, c'est donc de montrer qu'Étretat ne se limite pas à d'époustouflants paysages. Ici, je vous invite à prendre le temps d'écouter le bruit de la vague et notamment le bruit quand elle se retire de la plage et quand les galets viennent s'entrechoquer les uns les autres, cette espèce de crépitement comme un feu d'artifice. Mais le clou du spectacle ici, c'est évidemment le crépuscule. Super, vous êtes beau. Cyriaque a beau connaître cet endroit par cœur, jamais il ne s'en lassera. Pour reprendre ce qu'écrivait Guy de Maupassant, je ne connais pas d'endroit qui nous apporte autant d'apaisement. Les falaises d'Étretat sont saines. Elles nous apportent un apaisement, elles nous apportent du bien-être, elles nous apportent du bonheur. Donc oui, je suis amoureux des falaises d'Étretat. Plus encore que Maupassant ou Flaubert, l'écrivain qui s'est le plus inspiré d'Étretat, c'est bien sûr Maurice Leblanc, avec son célèbre héros, Arsène Lupin. C'est le plus grand des voleurs. Bonjour, bienvenue dans la maison de Maurice Leblanc, le clos Lupin. Originaire de Rouen, Maurice Leblanc passait toutes ses vacances ici. C'est dans cette demeure
qu'il imagina les aventures de son héros. Donc voilà comment Arsène Lupin était connu. Et c'est Maurice Leblanc lui-même qui baptisa cette maison le Clos Lupin, aujourd'hui transformée en musée. Alors nous allons découvrir les 47 identités d'Arsène Lupin et à travers ces identités, eh bien, tous ses costumes. Vous pouvez voir ici les différents gilets, vous avez un costume complet. Et puis là, la transformation complète avec des fausses barbes, des lunettes pour se transformer et revêtir de nouvelles identités. Reconstitué d'après le roman, c'est même dans ce bureau qu'Arsène Lupin aurait enfin percé le secret de la plus mythique de ses aventures, l'aiguille creuse. Là, vous imaginez Arsène Lupin en train de réfléchir, d'essayer de trouver la solution à une énigme. Il a calculé par rapport à des cartes, il a imaginé plein de choses différentes et il va réussir à décrypter ces éléments et découvrir qu'il y a une piste qui mène à Étretat et à l'aiguille d'Étretat, qui serait Creuse. Creuse, enfin pas tout à fait, car dans le roman, elle abrite en réalité le fabuleux trésor des rois de France, convoité par les pires brigands depuis des siècles. 100 ans plus tard, le mystère de l'aiguille creuse fascine toujours le grand public. Depuis le roman, le pic d'Étretat est devenu une vraie légende. Et ce n'est pas Cyriaque, notre spécialiste des falaises, qui dira le contraire. Ce que Maurice Leblanc a fait, c'est qu'il a réussi à faire prendre dans l'inconscience collective que cette aiguille était creuse. Et encore aujourd'hui, quand j'exerce mon activité de guide sur la falaise, une des questions qui revient souvent, c'est « Mais l'aiguille, est-ce qu'elle est vraiment creuse ?» Alors, qu'y a-t-il de vrai dans tout ça? Leblanc aurait-il effectivement découvert une grotte inconnue? L'aiguille qui est plantée dans la mer, juste face à la falaise. Cette aiguille que Maurice Leblanc a appelée l'aiguille creuse. On va aller maintenant dans l'aiguille creuse. Mais on ne va pas montrer le passage secret pour se retrouver à l'intérieur de cette aiguille. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Cyriaque a le sens du suspense. Car il faut attendre la marée basse pour enfin découvrir une salle étonnante au cœur de la roche. Je vous présente une partie du trésor des rois de France. Si vous regardez bien, ils sont tous incrustés de perles, de rubis, d'émeraudes, de pierres précieuses. En fait, cette salle ne se trouve pas dans l'aiguille, mais quelque part sous les falaises. Ça fait partie des richesses naturelles du sud d'Étretat. Des anémones, des actinies, des balanes. Mais qui sait, peut-être est-ce la découverte de cette faille qui inspira Maurice Leblanc pour son roman. L'Aube à Étretat, un vrai décor de cinéma. Et pourtant tout est vrai. C'est ce qui plaît tant à Cyriaque. Ici, la beauté de la nature dépasse celle de la fiction. Il suffit de tendre l'oreille pour s'imprégner de l'ambiance sonore d'Étretat. Et puis on entend le cri des goélands qui s'en vont manger. Ils sont au réveil. C'est la première fois que Cyriaque vient à la Villa Sans Souci. Ce sont ses clients qui lui en ont parlé. Merci de m'accueillir. Bah, ça fait normal, hein. On est voisins. Si vous aimez les décors de cinéma, justement, c'est ici qu'il vous faudra passer la nuit. Jocelyne et Jean-Pierre ont transformé cette villa typique de la Belle Époque en une maison d'hôtes entièrement dédiée au 7e art. Donc ici, au premier étage, première chambre. Donc c'est Certain Lem Show, film avec Marilyn Monroe, donc ambiance rose, Hollywood. Et on a une salle de bain qui est exactement aussi Hollywood. Ici, c'est un autre univers. Ça, c'est plutôt... Donc c'était le film L'Anglaise et le Duc de Romer. Donc là, c'est plus une ambiance révolution. Voilà. Donc là, on va dans la chambre Out of Africa. Donc voilà, l'affiche.
Donc ça, ce sont des pagnes qui ont été offertes par un ami ivoirien et ce sont des pagnes du Ghana qui sont des pagnes de mariage. Sinon, ici, tout vient quasiment d'Afrique. Il y a aussi la chambre talon-aiguille ou la moulin rouge. Et après une nuit à rêver à vos films préférés, vous profiterez d'un petit déjeuner 100% made in Pays de Caux. Le fameux pain bio des Carolines de Fécamp. Ça, c'est extra. Voilà. Du beurre de la ferme Monsieur Lebas. de Monsieur Lebas. Donc on va chercher. Chantal. Voilà, exactement. Chantal est ma C'est chez cousine. eux. Ah, voilà. On a remarqué en venant ici que tout le monde était plus ou moins cousin. On se connaît. Oui. Les petites prunes, c'est du prunier sauvage ou Oui, c'est ça, un C'est prunier un sauvage. prunier Ouais. comme ça, D'accord, des ok, prunes ok. sauvages, Ma grand-mère appelait ça des crèques. des crèques. Donc si vous adressez à Je vais leur dire, les clients, je vais leur dire confiture de crèque. confiture de crèques, On va chercher. Vous posez la question, je pense. c'est dans notre patois. Si Jocelyne et Jean-Pierre ont réussi à marier l'authenticité du pays à l'originalité du cinéma, c'est parce qu'en fait ce sont d'anciens parigots déguisés en cauchois depuis peu. Nous avons eu des vies professionnelles assez remplies. Et à un moment, on s'est dit qu'on avait un peu envie justement de nature, de retrouver un peu des choses plus vraies, de manger autrement, de ne plus avoir ce bruit. Enfin, c'est tout. Voilà. Et on ne voulait pas arrêter de travailler. On a décidé de monter une maison d'hôtes. Voilà. Cette maison d'hôtes, ou plutôt cette maison d'artistes, vous accueillera sans souci à n'importe quel moment de l'année. Une fois l'estomac bien lesté, c'est en compagnie de Sophie, une autre guide passionnée, que nous poursuivons notre escapade en pays cauchois. Il y a un petit patrimoine et un grand patrimoine qui est divers et varié. Il y a des paysages exceptionnels, que ce soit sur la côte, sur le plateau ou en vallée de Seine. Et voilà, c'est un pays riche, qui est gourmand, qui est beau, voilà, c'est un beau pays. Et selon Sophie, la perle de ce beau pays, c'est le village de Veules-les-Roses, un petit concentré de Normandie qui serait aussi l'un des plus authentiques du pays de Caux. Veules, du saxon Vel, désignait autrefois un point d'eau. Nous voilà à Veules-les-Roses, charmant petit village de la côte d'Albâtre, avec son célèbre circuit du plus petit fleuve de France. Donc 1194 mètres de bonheur. Donc on va aller aux sources déjà pour voir le départ. Et puis on ira jusqu'à la mer, parce que c'est un fleuve. Donc voilà les sources principales de la Veule, donc, qui coulent toute l'année, la résurgence, et qui part après vers la mer avec une utilisation de l'eau sous toutes ses formes, à commencer une vingtaine de mètres après les sources par l'utilisation dans le milieu agricole avec la culture du cresson, les pieds dans l'eau. Le cresson est un légume à feuilles qui a besoin d'une eau très pure pour pousser. La source de la Veule, où nous nous trouvons, est donc l'endroit idéal pour le cultiver. D'ailleurs, c'est une spécialité locale depuis le XIVe siècle. Bonjour Monsieur Bayeux. Bonjour. En Seine-Maritime, quand on parle de cresson, Patrick fait figure d'ancien. Déjà 36 ans qu'il le cultive, et ce n'est pas fini. Ça fait à peu près 300 grammes. J'en fais combien 120 bottes à l'heure. Bon, ce qu'il y a, faut pas avoir peur de se couper les doigts. La plante est connue depuis l'Antiquité pour être un excellent remède contre le scorbut. Elle était donc très importante pour les marins cauchois, surtout lors de leur longue traversée. Il y a une trentaine d'années de ça, on était peut-être 150. Et maintenant, on n'est plus qu'une trentaine. Oui, parce que quand tous les personnes âgées arrêtent, on n'a plus personne derrière. C'est un peu dommage parce que la culture de cresson se perd un peu de plus en plus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la culture de cresson est donc en voie de disparition. Alors si vous passez par Veules, allez acheter une botte ou deux à Patrick. D'ici quelques années, son champ ne sera plus cultivé. Comme tous les fleuves, la Veule n'a pas seulement des vertus nourricières. Depuis des siècles, la force de son débit fait aussi le bonheur des moulins à eau. Donc voilà, c'est un des 10 moulins de la Veule et celui-ci fait partie de ceux qui sont le mieux conservés
Sa roue continue à tourner et à l'intérieur, il dispose encore de tout son mécanisme. Un mécanisme du XVIIIe siècle, toujours en activité. Ça, c'est très rare. Bonjour. Oui, merci de nous accueillir parce que c'est l'occasion de voir l'intérieur du moulin des aïeux. Voilà, donc l'ensemble du mécanisme, ça s'appelle un rouet, c'est un grand rouet en bois qui entraîne la meule qui est juste en dessus. Ceci a été réalisé par des charpentiers de marine. C'est du chêne. Les sommiers étant eux en norme, un bois, une essence qui maintenant malheureusement a disparu. Voilà. Vous avez jamais essayé de refaire de la farine avec? Ben, c'est-à-dire que j'hésite beaucoup parce que d'abord le grand rouet, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est blessé, c'est-à-dire qu'il a quelques dents qui sont abîmées, cassées. Je ne suis pas sûr de sa solidité. Il faudrait refaire l'ensemble et là c'est un autre domaine, quoi. C'est un autre travail, quoi. Jean-Claude, le propriétaire, aurait trop peur d'abîmer ce moulin qu'il chérit depuis 15 ans. J'ai acheté ici parce qu'il y avait le moulin, précisément. On y passe de longs moments, c'est une passion, mais c'est beaucoup d'investissement. Écoutez, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis maintenant, on va continuer notre promenade. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci bien. À bientôt. Au revoir. Sophie nous invite ensuite à nous éloigner quelques instants de la Veule pour admirer cette église qui paraît pourtant assez banale vue de l'extérieur. Normal, c'est à l'intérieur que se trouve son trésor. On est arrivé dans l'église Saint-Martin. Il y a 2 églises en Seine-Maritime qui ont des piliers de ce type. L'église de Varangeville, sur la côte d'Albâtre, et l'église de Veule. Quand on sait à quel point le grès est difficile à travailler, quand on voit la finesse et les détails de ces sculptures, c'est absolument exceptionnel. Alors en plus, ce pilier-là, je le trouve magnifique, parce qu'il a des figurines qui sont absolument pas cauchoises. C'est vraiment de l'art précolombien, mais il faut dire aussi qu'en Pays de Caux, on a eu de très grands navigateurs et qui avaient des armements très importants et qui allaient chercher des marchandises juste dans la foulée de Christophe Colomb quand il a découvert les Amériques. Et en fait, les marins racontaient ce qu'ils avaient vu et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des figurines précolombiennes, des masques, des aigles, des plumes, des casques de conquistadors à Veules-les-Roses à la fin du XVIe siècle. Maintenant que vous savez quelle merveille se trouve dans cette église, ne passez pas à côté sans y entrer, comme la plupart des touristes. Bon maintenant, on va reprendre le cours de la Veule pour aller jusqu'à l'embouchure, la mer. Mais auparavant, petit détour par les Champs-Élysées. Eh oui, les Velais ont aussi leur plus belle avenue du monde. C'est un agriculteur de Veule, Maître Élysée, qui à sa mort a donné ces terrains qui bordaient la Veule à la commune, pour que la commune en fasse une promenade pour les Velais. Et en clin d'œil à toutes les clientèles parisiennes qui venaient en villégiature, eh bien, la commune a baptisé cette promenade les Champs-Élysées. Mais ils sont très verts et il n'y a rien à dépenser. Rien à dépenser. Quand on sait que la plupart des résidences secondaires du village appartiennent à des Parisiens, c'est pour eux que ce doit être le plus dur. Après 1194 mètres d'épopée champêtre exactement, la Veule finit enfin par se perdre dans la Manche. Ça y est, on arrive à l'embouchure de la Veule, à la mer. Et voilà, le cours de la Veule se jette au bout de l'Épi. On voit le cours d'eau puissant, hein. Voilà, le plus petit fleuve de France. Hein. On voit bien les parties des sources, on arrive à la mer, on a fait une super promenade. Et là, maintenant, on peut admirer ces lumières qui ont séduit tant de peintres. Et c'est vrai que c'est ça qui est formidable ici, c'est que ça change tout le temps. Vous aurez beau venir des centaines de fois sur la côte d'Albâtre, Sophie n'exagère pas. Quelle que soit l'heure ou même la saison, le décor sera chaque fois différent. C'est d'ailleurs pour ça que le Pays de Caux a séduit autant de peintres. Monet, Courbet, Corot et bien d'autres encore ont immortalisé la côte d'Albâtre, sauvagement belle. Aucune
Et ces falaises n'ont certainement pas fini d'impressionner les artistes, comme Myriam. S'il y a un endroit qui me fascine, c'est le haut des falaises. J'adore me balader au-dessus des falaises. J'aimerais bien être une mouette pour voler entre ciel et terre et eau. Après un début de carrière à Paris, Myriam a eu le mal du pays et a décidé de revenir s'installer à Yport, le village de son enfance. Yport, c'est mes racines. Mon père était yportais, ma grand-mère. J'ai passé toutes mes vacances enfant ici, au bord de la plage. Voilà, donc j'aime cet endroit. Myriam n'est pas spécialisée dans la peinture marine, mais le littoral cauchois imprègne tout son travail. Et c'est pour ça qu'elle ne quitterait pour rien au monde la côte d'Albâtre. Ça, c'est la falaise qu'on appelle le Chicard. Et en fait, c'est une falaise qui reflète les lumières changeantes de Normandie, selon l'heure, selon la couleur de la lumière. C'est comme un grand écran qui change tout le temps. C'est ça qui la rend très jolie. Voilà, ça, c'est quelque chose de très typique d'ici. On a de temps en temps des ciels noirs, très sombre et des premiers plans pleins de soleil. C'est un contraste incroyable. Voilà, ça je dirais que c'est typique d'ici. Les poissons deviennent des symboles et ces trois poissons bien d'ici, le maquereau, le bar et le hareng. Et c'est vrai que s'il y a un poisson typiquement cauchois, c'est bien le hareng justement. Impossible de parler du Pays de Caux sans évoquer sa traditionnelle fête annuelle du hareng, comme celle de Fécamp par exemple. Il est comme ça, ben voilà un petit peso, hein. Dans le Pays de Caux, les fêtes du hareng marquent le début de la saison de pêche de ce poisson. Bonjour. Ça va bien toi? Bonjour. Quelques années. Bonjour monsieur. Ça va? Ouais, c'est bien. Comment ça va? Ça grille chez les pompiers? Oui. Ils sont habitués au feu, tranquille. Avec son irréductible moustache et son béret vissé sur la tête, Astérix est notre nouveau guide, une vraie figure locale qui connaît tout le monde, ou presque. T'as des écailles de poisson. Les écailles, je veux te dire qu'on en a eu plus qu'il n'en fallait. On peut plus voir les harengs. Ils sont allés faire un coup de pêche au hareng traditionnel avec un bateau de tradition et ils ont fait un joli coup. Voilà, comme on dit, hein, de temps en temps, ça arrive. Il y en avait un par maille. Ça fait tout de même 2 tonnes en à peine 20 minutes. Astérix n'est pas pêcheur, mais en bon marin, il salue la performance. On applaudit ta moustache. Astérix aime au moins autant le hareng que le pays cauchois et son histoire, c'est vous dire. D'ailleurs, à l'écouter, le hareng est beaucoup plus qu'un poisson. Économiquement, le hareng, c'était énorme. C'était énorme puisque c'était une base de nourriture. Tout le monde appelait ça le surnom de poulet de Dieppe. C'était énorme comme consommation. Il y avait 120 jours maigres par an par la religion, donc on ne mangeait pas de viande. Donc il fallait manger du poisson et le hareng, c'était le poisson désigné complètement. Là, c'est du hareng fumé au tonneau. Bah, c'est du hareng qui est ouvert en deux et qui est... Là, pour le moment, il est en train de sécher. Tu vois le gras qui coule et après, il sera fumé ici. Et là, il faut des beignets de hareng. How do you call that? Fried. Fried? Herring. Fried herring. Yeah, it's not so difficult. Pêché depuis le XIe siècle, le hareng et la morue ont fait vivre l'économie locale jusque dans les années 70. Toute la ville porte encore des traces de ce passé prospère, comme cette ancienne boucane où l'on fumait les poissons. Si la méthode était traditionnelle, le rendement, lui, était déjà industriel. Alors ici, c'était la cheminée. En fait, les harengs pêchés étaient salés pour les conserver. Ensuite, quand on veut les utiliser, on les dessale et on va les enfiler sur des bâtons comme ça, par louis, tranquillement. Ça à Fécamp, ça s'appelle un henné. Et l'action, c'est hanter. C'est vraiment une langue à part. Hein. Et donc, quand le bâton était rempli, on le montait dans la cheminée. Alors, on commençait bien sûr par le haut. Donc les gars montaient sur les côtés comme sur une échelle, se faisaient passer les hennés, remplissaient la cheminée, et après, on fumait. Mais l'idée, c'était de fumer le poisson, pas de le cuire. La bonne température, c'est 28 degrés pour fumer. Si tu dépasses 28 degrés, si tu dépasses 35 degrés, les harengs, ils se décrochent. Une averse de 5000 harengs, ça commence à faire beaucoup. Et voilà, et ça a nourri des peuples pendant des milliers d'années.
Sauf que maintenant, on n'a plus le droit de faire comme ça. Maintenant, il faut que ce soit carrelé, en inox, et tout et tout. Le progrès technique, c'est la principale menace de notre patrimoine, en Pays de Caux comme ailleurs. Mais heureusement, il y aura toujours des passionnés pour le protéger. Sophie tient absolument à nous faire rencontrer l'un d'entre eux. Si on ose l'aventure du Pays de Caux et qu'on quitte ces grandes routes, on traverse un grand nombre de petits villages qui sont protégés derrière des rideaux d'arbres, fameux talus plantés qui sont emblématiques du paysage du Pays de Caux. Et dans toutes ces petites communes, il y a énormément de petits patrimoines, de choses à voir et à faire. Et à Gonzeville, le maire et sa femme ont décidé, à la fermeture de l'école, de ne pas laisser mourir cette école. Le sauveur de cette école, c'est lui, Hubert. Banc vintage, tableau de leçons de choses comme on disait autrefois, plume sergent-major, buvard. Bienvenue dans une salle de classe cauchoise typique des années 50. Eh bien, quand j'étais petit, j'étais ici. Donc je vais me mettre ici. Enfin, quand j'étais petit, de 6 ans à 10 ans, parce que j'étais dans cette école-là, de 6 ans à 10 ans, parce qu'après, je suis parti en pension parce que je voulais être agriculteur. Hubert a toujours habité à Gonzeville. Pour lui, cette école fait donc partie du patrimoine local. Alors quand elle a fermé il y a 20 ans, il a refusé de la laisser tomber. Quand une école ferme dans un village, on dit que c'est un drame, et c'est vrai, parce que l'école, c'est la vie du village, les enfants qui jouent. Donc j'ai proposé au conseil municipal de l'ouvrir en musée, pour faire de l'animation dans le village. Plusieurs fois par an, Hubert organise donc une dictée, à la plume bien sûr, avec parfois un peu de cauchois dans le texte. Nostalgique ou curieux, elle rassemble toutes les générations. De mon temps, dans les années 49-50, les jeunes parlaient cauchois, mais il n'y a pas si longtemps que des enfants arrivaient à l'école maternelle et parlaient cauchois. Alors vous imaginez, avec une institutrice qui vient du sud-ouest, c'est pas toujours compréhensible. Et dans le village, il y a encore des familles qui parlent cauchois dans leur travail ou entre eux. Bon, les jeunes, ça diminue. Alors pour que le cauchois reste une langue bien vivante, rien de tel qu'une petite leçon. Bézo, souvent les gens connaissent, c'est le petit dernier de la famille. Enfagoté, il est mal habillé. Il s'est trompé, il a mis le bouton là où il ne fallait pas. Bachiko, c'est un peu ce que je suis en train de faire, parler pour ne rien dire. Le terme, c'est ça. Mais non Hubert, vous nous transmettez l'histoire de votre pays préféré. C'est d'autant plus louable que, visiblement, ce n'était pas gagné d'avance. La matière que vous détestiez le plus? La matière, l'histoire, madame. Et aujourd'hui, j'adore l'histoire. Vous voyez, comment on peut changer. La tradition en Pays de Caux, c'est donc sacré. Et ce n'est pas un hasard si les plus vieilles croyances ont la dent dure dans la région. C'est une autre caractéristique que Sophie a voulu nous faire découvrir. Rites, légendes, envoûtements, saints guérisseurs. Dans ce domaine, le spécialiste cauchois, c'est Jean-Paul. Exemple à l'église de Valmont, où ce calvaire aurait, dit-on, des vertus éducatives. J'ai vu une grand-mère qui venait avec qui avait devant elle sa petite fille et qui la poussait comme ça, parce que bon, elle se lâchait pas, donc elle marchait, mais elle se lâchait pas. Donc et quand je suis allé la voir, je lui ai dit qu'est-ce que vous faites? Elle me dit je fais 3 fois le tour de la croix quand midi sonne, et pendant 3 jours de suite, et puis ma petite fille va se lâcher. Et je lui dis vous êtes sûr de ça? Elle me dit j'ai eu 7 enfants. Et j'ai fait ça avec les 7 enfants parce qu'ils étaient costauds, ils avaient 15 ou 16 mois, ils marchaient mais ils ne se lâchaient pas. Ouais, ils avaient peur. Et en fait, la petite fille, ses parents étaient restés cachés dans une grosse Mercedes qui était garée de l'autre côté. Et c'était tout simplement le chirurgien et l'infirmière de la ville d'à côté. Donc, oui, comme quoi. Comme quoi. La médecine. Cette anecdote s'est produite au XXe siècle, preuve que le Pays de Caux est aujourd'hui encore une terre de mystère. Entre foi et superstition, les Cauchois ont même leur très officielle maison des croyances. Ça c'est Sainte Rita, elle est très demandée
C'est une vieille statue que j'ai retrouvée dans une famille cauchoise. C'était une sainte pour les causes désespérées. Les qui protège. Alors, depuis 1 an que la maison est ouverte, il faut voir le nombre de personnes qui sont venues me demander vous ne pourriez pas nous la vendre Vraiment, elle est encore à la mode. À la mode, oui. À la mode aujourd'hui. C'est Jean-Paul qui a rassemblé toutes ces statuettes et ces objets de culte. Et son savoir encyclopédique, c'est à ce vénérable livre qu'il le doit. J'avais écrit Les Cauchois et leurs croyances, les saints guérisseurs, à partir de ce vieux livre. Il a quel âge, ce livre Il a 1715, 400 ans. Donc c'est un vieux curé qui m'a dit qu'il n'y a qu'à toi que ça peut servir. C'est toutes les vies des saints en vieux français. C'est pas très facile, mais on s'y habitue. C'est un petit trésor. Bon, c'est une pièce quand même rare. Enfin, j'en ai jamais vu d'autres. Et s'il y en a un qui serait certainement ravi de partager le savoir de Jean-Paul, c'est évidemment Astérix. En bon marin, il en connaît lui aussi un rayon sur les superstitions. Mais ce n'est pas pour ça qu'il nous a donné rendez-vous au Cap Fagnet, à Fécamp, sans doute l'un des plus beaux paysages du littoral cauchois, avec Étretat. Quand on se promène dans ces lieux magiques, difficile d'imaginer qu'ils ont été le théâtre d'intenses combats il y a moins d'un siècle. Voilà, on a des blocos qui étaient les blocos radars, qui étaient là surtout pour la surveillance du trafic en mer. Et il y avait d'autres blocos tout autour de la ville de Fécamp, là. C'était vraiment le mur. Le mur de l'Atlantique, construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, ces impressionnantes fortifications s'étendaient sur tout le littoral français. Vous avez les clés? Oui, mais parce que on est en très bon terme avec les services du patrimoine et puis je viens régulièrement. Et est-ce que du coup vous êtes un peu comme chez vous là, pour rentrer à la maison? Oui, enfin c'est pour la maison, mais enfin c'est vrai que moi je connais assez bien, donc ouais, il faut pas le dire. C'est donc en privilégié que nous entrons dans ce bunker. Il faut imaginer la place avec des portes blindées partout. Hein. Après-guerre, il n'y avait plus d'acier. Les nazis avaient mis à sac complètement les réserves de fer de l'Europe. Donc on n'a pas hésité à découper les portes blindées pour les refondre, pour récupérer l'acier et récupérer tout ce qui était récupérable. Hein, parce qu'il y avait des traces de câbles électriques, de bois, et tout ça, ça a disparu. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un blocos de bonne qualité. Le béton est d'excellente qualité. On voit bien les pyronions de silex. On voit même des tomettes au sol, c'est dire la qualité de l'habitation. Ici, ils ont refait, pour qu'on voit à peu près comment c'était, un habillage bois. On voit ici les bois qui servaient de support régulièrement. Donc il y avait bien un bardage comme ça, donc ça ne devait pas être très désagréable à vivre. Hein. Ici, il y avait la chambre de l'officier aussi. Là, on voit qu'il y avait un mur en briques ici, donc il y avait bien une piole là, et un autre mur ici, donc une autre piole ici. Donc c'était la chambre de l'officier, il n'avait même pas la vue sur la mer. C'est dommage, à cet endroit-là. Bon, là, on va aller voir le point de vue, là, l'endroit magique. Attention à la tête, les pieds et les yeux. 180 degrés de visibilité, c'est superbe. Là, on a des kilomètres de vue. On est quand même à plus de 100 mètres d'altitude, là, 112 mètres. Donc, si on fait 2,1 racines de H, on doit pouvoir avoir la distance de l'horizon. Donc une vingtaine de kilomètres, une trentaine de kilomètres d'horizon. Un horizon qui représentait alors une terrible menace, celle d'un débarquement. Mais pour Astérix, il est aujourd'hui synonyme de liberté. Comme eux. Fécamp est aussi connu dans le monde entier pour être à l'origine d'une fameuse liqueur, la bénédictine. On la doit au plus mégalo des Cauchois, qui célébra lui-même son succès en se faisant bâtir cet étonnant palais. Ça aurait pu être mon ami Alexandre Degrand. Ah, moi aussi, j'ai belle moustache. À l'époque, ça se faisait beaucoup, la moustache tournée. Hein. Et donc, c'est lui qui est à l'origine de cette liqueur, de ce palais. Mais bon, il y a un truc, tu vois, il est mort en 98 et le palais a été fini en 1903. Il n'a même pas eu la chance de voir la fin du palais. Mais on va aller voir quand même parce qu'il y a des choses intéressantes. À commencer par la distillerie. C'est ici, dans ces alambics de cuivre,
que la liqueur est fabriquée depuis sa création en 1863. Depuis, la recette est toujours restée secrète. Alors cet objet est l'alambic avec lequel Alexandre le Grand a travaillé pour recréer la recette de l'élixir dont il avait trouvé la recette dans sa bibliothèque. Et il a travaillé pendant près d'1 an avec cet alambic qui est quand même assez rudimentaire pour la recréer et la baptiser du nom de bénédictine en hommage au moine bénédictin qui avait inventé la première recette en 1510. Je connais les grandes étapes de réalisation de bénédictine. Je sais qu'il y a 27 plantes et épices qui viennent du monde entier. Je suis incapable de produire une goutte de bénédictine moi-même, ce n'est pas mon métier. Mais voilà, c'est une recette secrète parce que vous vous doutez bien que si on la diffusait, eh bien, on serait copié. Et c'est vrai que son goût inimitable a tenté plus d'un copieur. On recense même plus de 800 contrefaçons dans le monde entier. En fait, la liqueur a eu tellement de succès qu'elle a été copiée dès sa commercialisation partout dans le monde, soit par la forme de la bouteille, soit par le seau, soit par la couleur du liquide à l'intérieur, soit par le nom. Le créateur de ce trésor des papilles, c'est donc lui, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était incontestablement visionnaire parce qu'en fait, il avait un rêve pour sa liqueur. Il a tout fait pour l'atteindre, il a réussi. Mégalomane, mais par chance, c'était un mégalomane avec une grande culture et beaucoup de goût. Du goût, ou plutôt une passion pour l'art qui lui fera construire ce palais monumental, sorte de délire architectural, mélangeant pêle-mêle statues, vitraux, colonnes et collections de toutes sortes. Vous pouvez remarquer, en levant les yeux au plafond, si vous oubliez que vous êtes à Fécamp, vous vous croyez dans les châteaux de la Loire, parce que c'est typiquement un plafond Renaissance, parce que la Renaissance, c'est une période qui était très fine, très belle, et comme Alexandre voulait le meilleur, il a décidé de créer une salle Renaissance. Un élément du décor résume à lui seul toute l'extravagance du personnage. Là, si c'est pas le symbole de la puissance, il est assis, la main sur le globe terrestre, le maître du monde, tu vois, les trompettes de la renommée brandissant la bouteille de bénédictine, le livre du savoir et l'oreiller de la gloire. Le gars, il va bien. Il a, à la boutonnière, ils lui ont mis un truc, ils avaient pu la mettre comme ça, la Légion d'honneur, ils l'ont remise pour qu'on voit bien que c'était... Et le palais derrière. Et ce que je disais, tu vois, les armoiries avec 3 mitres. Là, on a la coquille Saint-Jacques, les deux coquilles, les 2 tours. Ça vient pas de... il n'avait pas d'armoirie. Il s'est approprié les armoiries de tout le monde. Non, il n'était pas mytho, le gars, le grand. Il était bien. Restons dans le domaine des douceurs purement cauchoises, mais sur les hauteurs d'Étretat cette fois. C'est ici que Bernard produit un chocolat que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc voilà un chocolat qui ne contient que du lait, du sucre et du chocolat brut. Le lait étant bien sûr du lait de chèvre. Vous avez bien entendu, du chocolat à base de lait de chèvre. C'est pour ça que sa petite douceur est unique au monde. Donc les chocolats nature ont une forme de petit berlingot et on rajoute juste du cacao nature dessus. Donc le cacao nature va préparer la bouche en donnant de l'amertume à la première bouchée et ensuite le chocolat au lait de chèvre va apporter toute sa saveur sucrée, suave. Alors voilà, ces chocolats existent grâce ou à cause de madame. Effectivement, les chocolats de Bernard sont le fruit d'une vraie histoire d'amour. Car sa femme Agnès est allergique aux protéines bovines et ne peut donc pas manger de chocolat normal. Lorsqu'elle est tombée gravement malade il y a 17 ans, Bernard s'est alors creusé la tête pour lui faire plaisir coûte que coûte. Quand elle revenait de ses différents traitements, plus ou moins lourds, quand elle retrouvait l'appétit, son seul désir était de manger du chocolat. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu que dans le chocolat, même les plus grands ou même les plus noirs, il pouvait y avoir présence de protéines bovines, de protéines animales non déterminées. Donc, pour elle uniquement, j'ai commencé à faire du chocolat, j'allais dire dans une casserole dans la cuisine, en mélangeant du lait, du sucre et du cacao, tout bêtement. Et puis comme elle aime bien la praline, le chocolat qu'on est en train de faire, eh bien j'ai rajouté de la poudre d'amande et de la poudre de noisette.
Et des amis sont tombés accidentellement sur ce produit et nous ont invités à essayer de diversifier la gamme et de proposer à nos clients un produit quelque part révolutionnaire parce que apparemment personne n'avait pensé à faire du chocolat au lait de chèvre et aussi parce que nous ne sommes pas des chocolatiers. Donc on ne sait faire que ça. On ne sait pas trop comment on fait. Mais il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème et ça a la texture de ce que l'on appelle une ganache. Si Bernard a eu l'idée de fabriquer ce chocolat au lait de chèvre, c'est tout simplement parce qu'il est éleveur caprin. Et si on est dire bonjour au chef, qu'est-ce qui vient dire bonjour au chef? Qu'est-ce qui vient me faire un bisou? Tu te souviens qui est-ce qui t'a élevé, oui? Hein? Voilà. Ah là là, quelle histoire! Allez les filles, c'est le petit déjeuner. Alors là, on va les accrocher déjà avec un petit peu de luzerne. C'est leur grande gourmandise. Bernard est adepte de l'élevage raisonné. Lui, le modèle intensif, c'est pas son truc. Ses 60 chèvres ne se nourrissent que de foin sans engrais, sans le moindre complément alimentaire. Et bien sûr, pas question de contrarier leur cycle biologique. Tous les matins, alors là pendant 3 mois, elles ne donnent pas de lait. C'est l'arrêt biologique naturel des chèvres. Sur la planète, il n'y a que 2 espèces de mammifères qui font leurs petits quand ils veulent, entre guillemets. C'est les humains et les bovins, ce qui permet à nos collègues éleveurs de vaches d'avoir toujours quelques vaches qui se reposent pendant que d'autres donnent du lait. Et ce qui donne souvent l'impression aux gens qui ne sont pas de la profession que les vaches, ça donne du lait tout le temps. En fait, ce sont 2 collègues qui se lèvent tout le temps pour traire, mais pas toujours les mêmes vaches. Nous, on a choisi de garder le cycle biologique naturel des chèvres, ce qui fait qu'elles ne font des petits qu'au moment où la nourriture va être disponible. Le reste du temps, elles se reposent, en gestation. C'est le cas en ce moment. Il n'y a plus d'herbe qui pousse, donc elles ne font pas de petits en ce moment. Alors, bien sûr, il y a des techniques qui permettraient d'avoir du lait en ce moment, mais nous, on préfère travailler avec cette philosophie-là. Bernard a même un côté papa gâteau avec chacun de ses bébés. Montre-moi ça. Est-ce que ça s'est arrangé? Oh, bah oui, on voit plus rien. Ça y est, t'es guéri. Hein? Qu'est-ce que tu sens mauvais quand même, hein? C'est pas possible. Hein? Bon, je suis pas une chèvre, c'est pour ça. Les chèvres, elles trouvent que tu sens bon, mais quand même. Voilà. Ma passion, à l'origine, c'était l'agriculture et l'élevage. Et pendant que je faisais ma formation en polyculture-élevage dans des grandes exploitations dans l'Aisne, des exploitations qui faisaient 300, 400 000 hectares. Le week-end, j'en avais pas assez, on allait chez des amis qui avaient un élevage de chèvres. Et comme on avait déjà nos 2 petites filles, nos 2 jumelles à l'époque, on les voyait jouer avec les chèvres. Et du coup, comme on n'avait pas les moyens de s'installer sur une grosse exploitation ou sur une exploitation de taille raisonnable mais avec des bovins, on a dit on va commencer avec des chèvres puis on verra bien si ça tourne. Et puis ce sont les chèvres qui ont développé notre passion pendant que nous on développait la passion des chèvres. Voilà. Et cette passion, sachez-le, Bernard adore la partager avec les touristes de passage. Pendant que Bernard retourne à son chocolat, nous retrouvons Sophie le long de la Seine. Bien là, on va aller vers la vallée de Seine, à l'abbaye du Valas, pour découvrir d'abord un bâtiment d'exception et aussi le restaurant de l'abbaye où on peut y savourer de remarquables produits du terroir. Et ce qu'il y a dans l'assiette, c'est beau et c'est bon. Plaisir des papilles donc, et surtout plaisir des yeux. Bienvenue à l'abbaye du Valas, un endroit à côté duquel vous auriez vraiment tort de passer. Bonjour Sophie. Bonjour Hélène. Tu vas bien? Ouais. Je te propose de faire un petit tour de l'abbaye? Oui, tout à fait, merci. Comme Sophie, Hélène travaille à l'office du tourisme. Et cette abbaye, c'est un peu sa maison. Cette abbaye est une abbaye du XIe siècle qui fut fondée par Mathilde, la petite fille de Guillaume le Conquérant et le comte de Meulan. Donc c'est une abbaye qui a accueilli bien sûr des moines cisterciens. Et jusqu'au moment de la Révolution, les moines ont pu habiter cette abbaye. Malheureusement, après la Révolution, elle a été vendue, puis rachetée, transformée en château. Et ensuite, la Seconde Guerre mondiale est arrivée et cette abbaye s'est transformée en laiterie. Donc ici, on produisait des fromages, le fromage de Lillebonne. C'est devenu aujourd'hui un lieu de séminaire et bien sûr un superbe restaurant. Situé dans l'authentique réfectoire du XIIe siècle des moines cisterciens,
ce restaurant gastronomique vous propose un premier menu pour une vingtaine d'euros seulement. Alors pourquoi ne pas offrir un petit voyage en première classe à votre estomac, avec bien entendu des produits frais du terroir. Bonjour, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Super, eh ben, ça tombe bien, cette semaine, je prépare un beau carré de porc avec, je pense, une belle bouteille de cidre. Eh ben, c'est parfait. Les pommes, les poires, super, ça va finir mon accompagnement avec mon porc. Je cherchais quelque chose de sympa pour mettre avec mon andouille aux châtaignes et mon boudin. Et ben voilà, on a trouvé le compagnon idéal. Merci beaucoup, M. Bonal. À la prochaine, bonne journée. Jean-Pierre est derrière les fourneaux du restaurant de l'Abbaye depuis 2 ans. C'est l'un des seuls chefs normands à cuisiner ce qu'on appelle de la slow food. Pendant slow food, eh ben, c'est respect du produit, mettre en valeur ce que des gens derrière nous, en amont, se donnent comme mal pour essayer de ressortir un beau produit, d'où notre slogan « bon, propre et juste », c'est-à-dire nourri d'une façon tout à fait idéale, comme on faisait autrefois avec les céréales de la ferme. Donc voilà, naturellement, une grosse épaisseur de gras, mais si on veut que la viande ait du goût, il faut du gras. Ensuite, cette pièce va être mise à rôtir tranquillement, lentement, dégager tous ses parfums. C'est vrai qu'après une petite heure de tournage dans la cuisine de Jean-Pierre, autant vous le dire tout de suite, on a les crocs. Ça tombe bien, c'est prêt. Une viande juteuse, pas trop cuite, légèrement rosée. Et on va préparer notre poêlée de légumes avec nos fruits. Alors, nous avons les pommes, les poires de M. Bonal, la poêlée de petits légumes racines que Louis nous a amené tout à l'heure. Là, on est vraiment dans les produits de pleine saison. Notre andouille aux châtaignes, notre boudin de pays. Voilà, petit jus réduit avec le cidre et une petite pointe de moutarde de Normandie autour. Et c'est parfait, on n'a plus qu'à savourer maintenant. La seule chose agaçante finalement dans ce genre de séquence dégustation, c'est de réaliser trop tard qu'on est assis du mauvais côté de la télé. Pour la dernière étape de notre voyage, nous embarquons sur la Tente Fine à Dieppe. Cet ancien langoustier d'une 50aine d'années, reconverti en bateau de croisière, est un emblème du pays de Caux. Quant à son capitaine, on ne vous le présente plus. On se barre un peu, ouais, t'as raison, mais un peu de barre par là. 18 ans déjà qu'Astérix mouille ses moustaches sur ce vieux gréement. Là, on arrive à le tenir en stand-by, parfait. Emmenant avec lui des groupes de jeunes ou des touristes qui veulent découvrir le littoral cauchois depuis la mer. Quand je te dis que c'est le chantier, c'est le chantier. Mais dans sa jeunesse, la Tente Fine a fait le tour du monde. Avec elle, Astérix et ses marins ont même déjà gagné des trophées mythiques. C'est le même que pour tous les bateaux qui vont gagner ce trophée. Bon, maintenant, ça s'appelle plus Cul-de-Sac. Mais en 2002, le bateau qui l'a gagné, c'est nous. Le prix du cuisinier le plus longtemps en mer. C'est très, très anglais. Le cuisinier le plus longtemps en mer, en fait, on est le dernier bateau à avoir franchi la ligne d'arrivée, quoi. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, la Tente Fine appareille pour sa plus courte croisière de l'année. On quitte le fond du bassin pour aller mettre le bateau sur le slipway, pour mettre le bateau au sec. On a un peu de vent, donc il faut qu'on calcule notre affaire au mieux. Le slipway, c'est le rail qui se trouve juste de l'autre côté du port. Tu regardes s'ils font signe qu'on y aille. C'est là que la Tente Fine doit être mise en cale sèche pour faire peau neuve. Mais la manœuvre est délicate. On est comment là? Et voilà, tu vois la position du bateau a complètement changé. Il s'est appuyé sur le chariot et maintenant on monte tout doucement. Maintenant, normalement, on ne risque plus rien. Le bateau ne risque pas de tomber, donc ça va. Tous les ans, on le sort pour faire un nettoyage. Ah, la peinture sous-marine, nettoyer la coque, l'hélice et tout.
Mais tous les 3 ans, on change des morceaux à peu près. Ouais. Chaque hiver, cette vénérable carcasse en bois a donc droit à un bon lifting. Quelques semaines de chantier seront nécessaires avant qu'elle regagne Fécamp, son port d'attache. Bon, là, on peut rien voir hein, parce que la coque est sale. Mais à ce niveau-là, là, on a 3 planches à changer. Là. Alors, c'est pas des planches, ça s'appelle des bordées sur le bateau. Hein. On a 3 bordées à changer là et peut-être un de l'autre côté. Ça, après, une fois qu'on aura passé le Karcher, les charpentiers vont venir et ils nous diront ce qu'il y a à faire, ce qu'ils en pensent. C'est leur métier à eux. Vincent, Pierre ou Sylvain sont tous bénévoles et donnent de leur temps pour réparer les outrages du temps. La tente fine, c'est un peu la tantine de tous les Cauchois. On a vécu de sacrées aventures ensemble. J'ai pu compter sur elle à chaque fois que j'avais besoin. C'est pour ça qu'elle peut compter sur moi pour l'entretenir. C'est normal. C'est donnant-donnant. On est allé en Norvège, en Finlande, on est allé loin, quoi. Et on a fait vivre des aventures à des jeunes, à des moins jeunes. C'est chargé d'émotions, ce bateau-là. Il a une âme, une vraie. D'ici quelques temps, si l'aventure vous tente, vous pourrez donc naviguer sur la tente fine pour apprécier cette âme qu'Astérix évoque avec tant d'émotion. Car on dit que depuis la mer, la beauté du Pays de Caux est encore plus poignante.